Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce journal sur RTI 1. Hier jeudi, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience au palais présidentiel le groupe NCA. Jean Kakoudiagou, à sa sortie d'audience, s'est exprimé en donnant les grandes visions de l'entreprise. On en sait un peu plus avec Viviane Aïma. Bel exemple de l'entrepreneuriat ivoirien, le groupe NCA qui s'illustre depuis plusieurs années dans les secteurs des assurances, de la banque, de la finance et de l'immobilier. Le président du groupe, Jean Kakoudiagou, par ailleurs président également de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour échanger sur le développement des activités de son groupe qui occupe une place appréciable dans l'économie nationale du fait de son volume d'affaires et du nombre important d'emplois qu'il génère. J'ai discuté avec le chef de l'État du groupe NCA, du développement du groupe NCA. Je lui ai fait le point sur le développement du groupe NCA et pour qu'il soit informé de ce que nous faisons, ce que nous comptons faire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, nous avons déjà 5 ou 6 sociétés. Hein. Vous savez, il y a la banque, la BIAO, qui est aujourd'hui la 3e banque de Côte d'Ivoire, que nous avions racheté à une compagnie belge et que nous avons redynamisé. Il y a NCA Assurance, qui est la 2e société d'assurance non-vie de Côte d'Ivoire. Il y a NCA Vie Assurance, qui est la 2e société vie de Côte d'Ivoire. Et il y a NCA Finance, qui est la société d'intermédiation financière du groupe. Il y a Tchibao, qui est aussi une filiale du groupe qui s'occupe de l'immobilier, de la promotion immobilière. Et nous avons des perspectives d'investissement dans l'immobilier assez importantes dans les années à venir. La télévision numérique terrestre, c'est d'ici juin 2015 pour la Côte d'Ivoire. Depuis hier, un atelier national pour la transition numérique se tient à Abidjan, à l'espace Sérayeux. C'est une initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, exécutée par le ministère de la Communication et celui de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Christine Menan, Hugues Eveblé. Il reste à moins de 2 ans à la Côte d'Ivoire pour achever son passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre TNT et se conformer ainsi à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications UIT. Pour tenir le délai du 17 juin 2015, plusieurs actions sont menées conjointement par le ministère de la Communication et par celui de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, l'atelier national pour la transition numérique qui se tient en ce moment à Abidjan. L'occasion est opportune pour réaffirmer le grand intérêt que le gouvernement attache au processus de migration vers la TNT, parce que convaincu et conscient de ce que la télévision numérique incarne l'avenir. L'ambition de la Commission de l'UEMOA est que cet atelier national d'information sur la transition numérique soit l'occasion d'accélérer au niveau de la Côte d'Ivoire les activités entrant dans le cadre de la transition numérique, notamment la rédaction des textes juridiques devant régir le paysage audiovisuel et la création de l'opérateur de diffusion. La Côte d'Ivoire est le 7e pays à bénéficier d'un atelier national de transition numérique. La télévision numérique terrestre attendue pour 2015 permettra aux foyers de recevoir beaucoup plus de chaînes gratuites ou payantes en haute définition, d'une meilleure qualité d'image et de son. Plus de professionnalisme dans le traitement de l'information sur RTI 1 et RTI 2. Voilà l'objectif de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Depuis hier, les responsables de la RTI se sont réunis à Grand Bassam pour réfléchir sur le sujet afin d'offrir aux Ivoiriens des éditions de qualité sur ces 2 chaînes de télévision. Des aménagements notables ont été évoqués pendant les travaux. Fatou Fana.
La première chaîne et la deuxième chaîne de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI proposent en moyenne 5 sessions de l'information quotidienne à ses téléspectateurs. En sont-ils satisfaits? Quelles sont leurs attentes? Ils n'ont qu'à nous montrer plus, comment on appelle, ce qui se passe dans d'autres pays. On aimerait au moins qu'ils s'assoient au moins 2 à 3 minutes comme ça, sur un sujet. J'aimerais qu'ils ne reprennent pas trop les émissions qui sont passées. Parce qu'il y a des jours, quand on regarde le journal, le lendemain, on reproduit à presque toutes les mêmes choses. Pour répondre aux préoccupations de ces millions de téléspectateurs, la RTI se remet en question et fait un mini-bilan en vue de proposer les bases pour un fonctionnement plus professionnel et crédible. Le patron de la Maison Bleue donne des orientations à ses collaborateurs. Il est très important qu'on puisse, une fois qu'on a pris une stratégie, faire le bilan, savoir ce qui a marché, savoir ce qui n'a pas marché. De ce fait, essayer d'imaginer si certaines conclusions étaient bonnes et les poursuivre, donc simplement s'atteler à corriger les contraintes qui empêchent de les mettre en œuvre, voir si certaines préconisations étaient fausses. Donc c'est vraiment, en termes de démarche, extrêmement important d'avoir cette approche régulière. Après l'unification des rédactions de RTI 1 et RTI 2, avec un nouvel organigramme et un nouveau fonctionnement, quelle sera la nouvelle RTI? On va s'attendre à ce que tous les services soient réunifiés. Les conférences de rédaction seront communes. Nous verrons, est-ce que le 23h par exemple, est-ce qu'il ne faut pas en faire un journal des décideurs? Est-ce que RTI 2, la forme de présentation va demeurer? Est-ce qu'on va faire un journal tout en images? Rappelons que le présent séminaire intervient après celui de décembre 2012. Il vient faire le point de l'application des réformes à leur entreprise et donner de nouvelles orientations à la télévision ivoirienne. Un seul objectif pour la RTI, offrir le meilleur en termes de programmes et d'informations sur toutes ces chaînes. Les assises de la jeunesse se tiennent en ce moment à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ces rencontres visent à trouver des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes. Hier, le comité d'organisation des assises a donné les orientations des travaux devant la presse. Léon Brou. L'emploi, l'éducation, la formation, la réconciliation, la cohésion sociale, la cybercriminalité. 5 jours du 28 octobre au 1er novembre 2013 pour réfléchir et trouver la contribution des jeunes à la résolution de ces questions. C'est dans le cadre des assises de la jeunesse ivoirienne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La 3e édition de cette plateforme de concertation et d'échange d'expériences se tiendra autour du thème « Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix ». Il s'agit de réunir, de mobiliser pendant une semaine toutes les structures étatiques, non étatiques, tous les acteurs qui œuvrent pour résorber la question donc, du chômage des jeunes. Mais les jeunes revendiquent leur place dans les différents processus de prise de décision. Cette plateforme permettra aux jeunes de dire le regard qu'ils portent donc sur les initiatives prises par le gouvernement ou de certains acteurs privés. Outre les journées scientifiques et le salon de l'emploi pour mettre en contact les jeunes et les entreprises, les assises de la jeunesse enregistrent cette année 3 innovations. Le gala de clôture, la journée de prière pour la paix et le repos de l'âme des victimes des crises en Côte d'Ivoire, le concert pour la jeunesse à travers lequel des artistes comme ceux du groupe Magic System vont sensibiliser les jeunes par la musique. L'Afrique du Sud a l'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie. Les autorités sud-africaines ont exposé sur les opportunités d'affaires dans le pays à l'occasion de la journée pays organisée par la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire. Cette institution veut renforcer les relations d'affaires entre les opérateurs économiques ivoiriens et sud-africains. Plus de 260 millions de francs CFA, c'est l'estimation des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud, contre 62 millions d'importations en 2012. Ce sont essentiellement des matières agricoles, le café, le cacao, le coton et la noix de cajou que la Côte d'Ivoire exporte vers l'Afrique du Sud. Le pays, lui, est présent à Abidjan dans les domaines de la téléphonie mobile et du transport aérien.
La journée dédiée à l'Afrique du Sud, organisée ce jeudi à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie, vise à donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Un certain nombre d'informations pratiques seront données aux entreprises ivoiriennes qui ont envie donc de développer des relations d'affaires avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le premier pays extracteur d'or et de platine dans le monde. Classé parmi les pays les plus industrialisés en Afrique, les opportunités d'affaires ne manquent pas dans le pays. South Africa offers. Nous avons des infrastructures très développées. Et nous avons des industries minières à la pointe. Nous voulons quelque chose qui soit comme une plateforme d'échange mutuel où nous allons proposer la technologie que nous avons acquise à des frères qui, eux, ont des idées pour utiliser cette technologie. Des investisseurs sud-africains sont déjà annoncés sur les projets de construction de logements sociaux comme opérateurs immobiliers. Les organisateurs de la journée dédiée à l'Afrique du Sud espèrent que cette rencontre permettra de renforcer les relations d'affaires ivoiro-sud-africaines. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis sont toujours à la recherche d'une légitimité pour une intervention militaire en Syrie. Hier, une réunion entre les 5 membres permanents de l'ONU s'est achevée sans progrès sur le dossier syrien. Barack Obama poursuit les consultations avec ses alliés. Regardez. Dans l'attente du retour des inspecteurs de l'ONU prévu samedi par Ban Ki-moon, ou ultime geste pour amener Moscou à composer sur le conflit syrien, le président Barack Obama s'est posé hier en maître de la situation. Bien qu'assuré de l'accord de principe de ses alliés occidentaux et arabes pour des représailles contre le régime syrien, il a retenu une frappe donnée pour imminente. Nous n'avons pas encore pris de décision, mais la norme internationale contre l'usage d'armes chimiques doit être maintenue. Je n'ai aucun intérêt à un conflit interminable en Syrie, mais nous devons nous assurer que les pays qui rompent la norme sur des armes telles que les armes chimiques, pouvant nous menacer, rendent des comptes. Toutefois, dès l'annonce du coup de semonce, les États concernés par ce conflit se sont aussitôt mis doigt sur la gâchette. Le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé que l'armée était en état d'alerte renforcée et que toutes les options étaient sur la table, tandis que l'Iran, allié stratégique et tactique de Damas, brandissait, lui, la menace d'une réaction syrienne. L'armée syrienne reste loyale au gouvernement du président Assad. Elle est prête à protéger le pays et maintenir la stabilité. Des missiles ont déjà été déployés en direction d'Israël. De son côté, Israël a autorisé un rappel limité des réservistes et déployé des batteries antimissiles à sa frontière nord. Notre doigt ne va pas appuyer à la légère sur la gâchette. Mais quiconque autour de nous prétend nous menacer encourra toute notre puissance s'il tentait de nuire à nos citoyens. Recevant ce jeudi à l'Élysée le chef de l'opposition syrienne, François Hollande a en tout cas réaffirmé la nécessité pour la communauté internationale d'être capable de donner un coup d'arrêt à la violence en Syrie. Maintenant, je vous conduis en Afghanistan, en Argentine et Colombie. En Afghanistan, les attaques à la bombe ne cessent de faire des morts dans le pays. Démonstration de force des talibans en Afghanistan. En 2 jours, les rebelles ont mené une série d'attaques dans différentes provinces, causant au total une trentaine de morts. Certains assauts ont visé l'OTAN, comme cette base à l'est hébergeant des troupes américaines et polonaises. Un camion kamikaze a forcé le passage. Bilan, 1 mort, un soldat américain, et plusieurs blessés, des civils afghans et des militaires polonais. Selon les autorités locales, les assaillants ont été éliminés. Climat explosif dans l'ouest de l'Argentine. Plusieurs milliers d'habitants de la province de Neuquén refusent toute exploitation de pétrole et de gaz de schiste sur leur sol. Le géant américain de l'énergie, Chevron, veut investir ici $1 milliard pour gérer l'une des plus vastes réserves d'hydrocarbures du monde. Objectif pour le gouvernement argentin, assurer l'autonomie énergétique du pays. Les manifestants dénoncent eux les risques de pollution. Le président colombien tend le calumet de la paix à la guérilla de l'ELN. Juan Manuel Santos se dit prêt à négocier le plus vite possible avec l'armée de libération nationale. Une main tendue après la libération d'un ingénieur canadien que l'ELN détenait depuis janvier. Cette guérilla compterait encore 2500 combattants, l'une des dernières de Colombie avec les FARC, engagées elles dans des pourparlers de paix.
Voici le premier train à lévitation magnétique du monde. Le maglev, c'est son petit nom, vient d'être inauguré au Japon. Un système d'électroaimants placé sur le train et le long d'une voie spéciale permet le déplacement de l'engin sans aucun contact avec les rails. À l'intérieur, les premiers voyageurs restent concentrés. Il faut dire que ce prototype aux allures de fusée est encore en test. Sa vitesse record, 581 km/h. Un mot de sport pour terminer Afro-Basket 2013. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Angola, Égypte, Sénégal sont les affiches des demi-finales du championnat d'Afrique des nations masculins de basketball qui se tiennent à Abidjan. Les Ivoiriens vont donc défier l'Angola, grand favori de ces compétitions. Cette équipe angolaise avait battu en finale les basketteurs ivoiriens en 2009. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. L'info continue sur rti.ci. Alors, Caroline, donc voilà, c'est la fin de cette série d'informations. Oui. Et puis donc, je vois que... Merci bien, mais bon, là, le décor a vraiment changé. Le décor a changé, oui, tout simplement donc, parce qu'on a décidé de voyager dans le fin fond de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du peuple Agni Alongwa. Nous allons découvrir ce peuple. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est un peuple riche, c'est un peuple qui est doté d'une richesse culturelle, un peuple chaleureux et un peuple épris de paix. Voilà. Alors, Kanzli est là, elle est toute belle. Mais tu ne fais aucun commentaire, Zani, sur ma tenue. Oui, mais justement, je te contemple. Tu vois, je te regarde. Parce que c'est tellement beau. Voilà, vous êtes bien habillés. Mais laisse-moi te dire mon nom pour la circonstance. Aoussika. Aou? Aoussika. Aoussika. Aou parce que je suis née un jeudi. Oui. Et Sika, ça veut dire l'argent. Voilà, donc Aoussika. C'est Aou qui est l'argent, donc, c'est ça? Non, Aou pour les personnes qui sont nées un jeudi. Oui. Et Sika, c'est l'argent. Donc c'est Aou qui est l'argent? La richesse. La richesse. Voilà. Alors là, vous m'avez oublié, moi je ne suis pas habillée dans les tons. Bon, c'est pas On aurait dû y penser. Hein. Oui, hein. Ça va se faire la prochaine fois. On vous souhaite de passer une excellente journée. Oui, merci bien, Caroline. Voilà, de retour. Vous êtes toujours sur le plateau de Matin Bonheur. Nous allons passer un agréable moment en compagnie du peuple Agni Alongwa. Eh bien, on part pour les spots et puis on se retrouve dans quelques instants seulement.